Vous avez passé une bonne semaine? Ça va, ouais, Ouais, ça va. nickel. Alors, Nickel. qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des achievements un peu là pour vous? Pour moi, la semaine très calme, hein. Semaine très très calme. En niveau business, niveau trading, ça va. Mais niveau business, c'est très compliqué là cette semaine. Niveau ads et En tout, plus, c'est on, super calme. on va y revenir tout à l'heure. En plus, il y a plein d'actu là-dessus en ce moment. Sur le BTC aussi, j'ai un peu suivi. Ouais, j'ai vu Lucas que du coup, tu nous as partagé la dernière fois le nouveau site e-commerce. Tu te relances un peu dedans. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Exactement là, je lance un e-commerce. Après, je vais pas forcément montrer le shop, etc. Je vais plutôt partager l'expérience pour essayer de faire des revenus assez rapidement en e-com. Et voilà, après, selon comment ça se passe, je ferai sûrement peut-être des vidéos YouTube sur le sujet pour montrer un peu l'envers du décor. Et puis, ouais, Ok. je prends un nouveau truc, quoi. C'est Et du cool. coup, là, tu es en attente de recevoir tes produits pour les tester avant, en amont, tout Ouais, ça. c'est ça. Je vais tester les produits. Et après, on va balancer à mort sur le marketing. Et puis, on va voir comment ça se passe. Et toi, du coup, Amaury? Bah écoute, moi j'avance toujours bien sur la levée de fonds. Là, j'ai vraiment le dernier step. Je sais pas où on s'était arrêté, À mais 5K? entre c'est ça. Bah là, j'ai vu donc plusieurs personnes de l'écosystème startup et j'ai rendez-vous le 10 avec, je sais pas citer de nom, mais en gros c'est l'écosystème French Tech qui sont hébergés à TVT. Et après, ils peuvent me mettre en contact justement avec des investisseurs privés ou des fonds d'invest, tout ça pour diviser à mort avec la banque, voilà, plusieurs types de. Donc, mois de mars, ça va beaucoup bouger, je pense. Cool. Tu sais combien tu veux lever d'ailleurs? Je sais pas si je t'avais demandé. Ouais, 30 en tout. Et on va dire que c'est un fonds d'amorçage. Donc, c'est pas une première levée en amorçage comme on a l'habitude de faire les startups. C'est vraiment, bien sûr, chaque startup est différente, hein, et un fonctionnement, un départ toujours différent. Mais le but, c'est d'avoir un fonds d'amorçage pour pouvoir tester l'activité à plus grande échelle. Généralement, c'est un fonds qui vient de la famille, des fonds propres, etc. Mais on est tous brocs, donc il faut bien qu'on puisse lever à un moment donné. Et voilà, c'est les 30K qui permettent de vraiment faire un proof of concept un peu plus grand. Pour l'instant, il y a quelques utilisateurs, tout ça, mais il faut convaincre aussi à plus grande échelle. Ok. Et du coup, tu vas leur donner combien de pourcents pour 30K? Bah, tout dépend après avec qui j'arrive à diviser le risque. Si c'est des levées bancaires, etc., là pour le coup, il n'y aura pas de dilution. Après, si c'est des VC ou des business angels, des choses comme ça, j'espère maximum 10%. Donc, pour pouvoir conserver après un part pour la prochaine levée, le but c'est que grâce à ce fonds d'amorçage-là, dans les 6 mois, en 2025, je prépare une vraie levée, là, vraiment plus substantielle Ok. Ouais, ça fait la valo à 300 000 et du coup ton associé est toujours avec toi. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. Genre, moi, c'est juste pour avoir des infos, mais je sais pas si tu veux en parler. C'est ça, c'est ça. Bah non, on est deux dans la boîte et on est deux dans la boîte. Ok, Voilà. cool. Et pourquoi tu t'es mis un step à 30K, premièrement, et pas plus ou pas moins? Pourquoi 30? Après, c'est les besoins en financement, hein, clairement. Chiffrer combien ça coûte, bah, pouvoir prendre en alternance aussi les stagiaires là, qui taffent avec moi. Toute la partie tech, parce que le but, c'est vraiment de déléguer toute cette partie développement de notre plateforme pour pouvoir, moi, prendre du temps, commercialiser et surtout avoir un suivi et une vraie formation derrière des professionnels avec qui je travaille. Donc voilà, marketing, etc. Avoir un peu de cash burn aussi pour prévoir tous les aléas qu'il peut avoir. Ça se chiffre aux alentours de 30K. Et est-ce que tu as ton petit pitch en mode qui va être mon associé ou pas? Bien sûr, mais je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai adapté depuis parce que j'ai vu des personnes qui, on va dire, ont de plus en plus d'importance et de poids dans l'écosystème startup, en tout cas dans le sud. Et ils m'ont fait plein de retours sur le pitch. Et c'est quelque chose du coup, que j'arrive un peu à manier maintenant. Alors, si vous devez le faire un jour, j'ai une seule technique pour le faire. C'est que vous mettez un doudou en face de vous, n'importe quoi, une statue, un truc qui a un visage, et vous lui pitchez 100 fois le truc. Vraiment, il faut arriver à pitcher dans les yeux et ensuite faire jouer les émotions, les trucs comme ça. Ouais, après, c'est un peu comme les appels de closing, à ce que j'ai compris. Genre, t'en fais pas mal. Après, t'enregistres. Tu regardes juste ta posture, comment tu sens l'audio. T'essaies de voir ta posture, si t'as des tics, si ça se voit que t'es stressé, etc. Après, tu fais à l'inverse, tu fais que le son. Au moins, tu te concentres juste sur l'audio pour voir, pareil, s'il y a des tics du Ouais, langage. c'est vrai que c'est une bonne technique, ça. Ouais. Et après, comme ça, t'améliores et tu peux rectifier direct ce que t'as pas aimé. C'est ça. Je sais pas si t'es chaud de nous le faire, peut-être pas là en podcast, mais après, peut-être en privé. Moi, je suis grave chaud en tout cas.
Ok, ok, si vous voulez, si vous voulez. Parce que Après, j'ai Ouais. du du coup, coup, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi plusieurs types de pitch, entre guillemets, même si tu as un fil rouge, mais suivant les interlocuteurs, tout ça. Donc, pour l'instant, on va dire que j'ai pas fait le pitch final pour vraiment parler à des investisseurs, tout ça. Mais petit à petit, voilà, ça peut. Mais carrément, ok. je pense. Ouais, cool, cool. Sur l'actu, vous vouliez qu'on parle de l'actu. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vouliez qu'on aborde, qu'on parle ou pas? Moi, c'est clairement ce qui se passe avec le fonds de réserve aux States. Je voulais qu'on en parle. Parce que j'ai vu là, juste avant le truc, juste avant la vidéo, que en fait, Trump, il fait pas qu'un fonds de réserve en crypto, en Bitcoin. Il ajoute aussi le Solana, l'Ether, je crois qu'il y a XRP, ça, je connais moins. Et surtout, ouais, et Cardano aussi. Cardano. Donc, À ce que j'ai compris, enfin, je sais pas si j'ai bien compris, bah, j'ai regardé la news assez rapidement. C'est juste sur les saisies qu'ils vont faire en Bitcoin, ils vont pas les revendre, ils vont les garder, mais ils vont pas forcément en acheter, ils vont juste en accumuler, si j'ai bien c'est compris. ça, c'est ça. C'est comme l'or ou toute valeur. Mm. En fait, le but, c'est qu'il les stocke. C'est pour ça que d'ailleurs que le BTC n'a pas réagi correctement. Parce qu'en Mhm. soi, il aurait pu exploser, tu vois. Alors il y a eu une petite montée parce que justement les intervenants avaient anticipé le fait qu'ils allaient acheter et pas forcément le stocker sur du très long terme. Mais finalement, ils ne l'achètent pas. Donc Mhm. déjà, il y a aucun bail sur le marché. Et en plus, c'est vraiment du stock, quoi. Donc c'est sur une durée illimitée. Et est-ce que j'ai pas regardé, le cours a un petit peu augmenté, mais pas énormément. Bah, en Enfin, fait, il y a eu qu'est-ce que t'en il y a penses, eu toi, une du anticipation au niveau des intervenants, parce que du coup, les intervenants ont eu cette nouvelle-là sans avoir le fait concret. Et donc, ils ont anticipé le fait que le gouvernement américain allait acheter les BTC comme Mhm. fonds de réserve. Sauf qu'ils ne les ont pas achetés. Tu vois, c'était comment on appelle ça? J'ai vu le terme. Et du coup, Une qu'est-ce qu'ils saisie de ont. procédure judiciaire. Donc du coup, il n'y a aucun ordre sur le marché. Enfin, en tout cas, Mais pas du coup, encore. comment ils vont faire pour pouvoir en accumuler, du coup? Parce que j'ai vu qu'ils se plaçaient aussi sur d'autres cryptos et ils vont bien à un moment donné devoir les stocker, enfin, devoir C'est en sur les accumuler. saisies judiciaires, apparemment, lorsqu'il y a des. Bah, c'est des Ok, saisies, c'est-à-dire que par rapport, enfin, c'est comme des saisies pour des actifs ok. classiques, sauf que là, c'est crypto, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément eu un engouement par rapport à ça. Et d'ailleurs, Ouais, les intervenants ont l'engouement été assez prévu, déçus, ouais. en fait. Tu vois. Ouais, ok. Après, il y a d'autres contextes aussi, d'ailleurs, ça se rapproche de plus en plus de chez nous, avec Macron qui a parlé aux 20h, etc. Des contextes assez tendus au niveau de la guerre, etc. aussi, de ce qui se passe. Et j'ai même vu, alors je sais pas si vous avez vu ça en France, mais aux States, je vois partout des vidéos de Tesla où ils ont enlevé les logos. Ouais. Ils ont mis Ouais, du ils ont brûlé, etc. En Honda, France, il y a eu ça ouais. aussi, apparemment. Ah ouais, ça j'ai pas vu du tout en France, mais bon, il y Ouais, des a pas mal stickers de. marqués j'ai acheté Ouais, Tesla avant que c'est ça, Musk c'est soit ça. fou, un truc comme ça. Ouais. Pas mal de boycotts, ouais. Ouais. Après en France, j'ai l'impression qu'on est un peu plus frileux par rapport à ça, mais aux States, c'est assez tranché. Ouais, il y en a eu apparemment, mais en plus, moi j'avais acheté pas mal de Bitcoin juste quand il avait un peu avant qu'il pète. Donc je l'avais acheté genre à 90 000. Il était monté à 100 000. Et moi Mhm. j'étais en mode let's go, tu vois, ça va encore monter. Et là il s'est un peu cassé la gueule. Mhm. Je me dis, j'espère qu'il va remonter, mais Bah après, c'est pareil, un peu la Mirma quoi. le BTC, je pense avec ça tu pourras le dire, mais c'est de l'investissement sur du très très long terme. À part si tu le trades vraiment assidûment, c'est un investissement voilà, sur toute ta vie, quoi. Ouais, Et des valeurs que tu pourras transmettre à tes enfants, des trucs comme ça. bah, en fait, ça dépend si tu crois au projet. Mhm. Moi, je suis une personne qui va pas vraiment, comment dire, m'attacher au projet parce que j'en vois pas l'intérêt. Moi, mon but, c'est juste de spéculer et de savoir Mhm. si les intervenants, eux, croient au projet. Et c'est ça le plus important, plutôt que ce que Ouais. je crois moi personnellement. Euh, donc, tu as plusieurs manières. Soit tu crois réellement au projet, donc dans ce cas-là, peu importe au prix que tu l'achètes, bon, quand même, faut quand même essayer d'avoir un prix intéressant, sinon ça vaut pas le coup. Mais peu importe le prix où tu achètes, et le but c'est de le garder pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Euh, ou alors de le trader, et là tu t'en fous du projet. Le but c'est juste de spéculer sur Mhm. les impulsions que le marché fait par rapport aux news qu'il y a ou même en termes techniques.
Après, Eric Larchevêque, là, le fondateur de Ledger, lui, il a dit 200K pour 2025. Lui, c'est j'ai vu sa prédiction. Après, voilà, ça engage que lui, bien sûr. Mais il dit les chiffres. Non, ça je pense pas. Ça c'est niveau proba, c'est pratiquement impossible. Enfin, moi je le vois pas du tout. Mais bon. Bah, après, il y avait eu tout l'engouement des 100K au début. Bah, maintenant, il faut bien que ça soit les 200K. Après, hein. peut-être qu'il a des infos, des contextes on n'a pas toutes les clés. Bon, bien sûr, c'est pas le devin, mais voilà. Je sais pas. Mais vous en pensez quoi par rapport à Musk, le boycott qu'il a? Vous pensez que c'est justifié ou pas À quel forcément? sujet? Bah, par rapport au boycott, par rapport aux gestes qu'il a pu faire lors de ses meetings, etc. Oui, moi je pense que c'est assez justifié. Hein, d'un côté, il y a une réponse en tout cas à tout acte, il doit y avoir une réponse à un moment donné, ça doit diviser. Ouais. Mais moi, je trouve ça fou qu'on n'en parle pas. Je trouve ça fou qu'on n'en parle pas plus que ça. Enfin, en France. Mm. Tu vois, dans les médias. Ça en a parlé quand même, mais Peu, hein. tu vois, le geste, etc., on n'arrive pas à comprendre vraiment si c'était Ouais. un geste fasciste ou c'était juste dans l'excitation, etc. Forcément, les médias, pareil, ils veulent faire du sensationnalisme, etc. Enfin, tu peux ne pas être d'accord avec ses idées, mais là, j'ai l'impression, vu qu'il se lance en politique, il devient une image publique encore plus que ce qu'il était avant. En fait, toutes ces sociétés, en fait, tout a des répercussions par rapport à son image. Donc, si demain il va faire de la merde, bah, que ce soit X, Tesla, etc., va en prendre un coup. Donc, ce qui fait que si tu investis dans Tesla ou peu importe, en fait, directement, tu investis aussi en Musk et en l'homme, quoi. Donc, s'il fait une gaffe, genre, il peut te niquer ton portefeuille. C'est pour ça aussi que Après, ces entreprises sont complètement surévaluées. Hein. C'est parce qu'en fait, ce qui fait monter le prix, c'est surtout lui en lui-même, c'est sa personnalité plutôt que l'actif. Hein. Après, gaffe ou pas gaffe, moi je pense que ce genre d'action, c'est assez prémédité. Et il y a un scientifique qui a théorisé un concept, c'est la fenêtre d'Overton. En gros, on va dire qu'à l'intérieur de cette fenêtre, on place toutes les idées qui sont assez acceptables, et à l'extérieur, celles où c'est pas du tout acceptable. Par exemple, extérieur, il pourra avoir le débat sur la peine de mort. Voilà, je pense que c'est un truc assez tranché pour la plupart des gens. Et si tu parles de ça comme acceptable, t'es entre guillemets jugé. Et plus des gens, des personnalités, etc., font des gestes, disent des choses, je pense à l'extrême droite, c'est de plus en plus de discours. En fait, cette fenêtre d'Overton-là, elle peut s'agrandir. Et un geste, il est assez significatif, il a plein de problèmes derrière. Et ça permet des fois de faire bouger cette fenêtre pour le plus grand nombre et de relancer des débats qui sont pour moi pas forcément du tout acceptables, en tout cas. Okay. Après, je ne saurais pas dire si forcément c'est, comme tu as dit, prémédité ou quoi. Moi, je pense que c'est plus peut-être pour faire parler. En fait, je sais pas et je m'en fiche un peu. Enfin, en soi, je sais pas. Moi, tu vois, on n'est pas forcément lié à lui directement. Enfin, je sais pas. C'est sûr. Mais après, pour retourner en Europe, justement, ce qui nous concerne un peu plus, c'est les plus de 100 milliards là, qu'ils ont débloqués sur le fonds européen pour la course à l'IA. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Mais j'ai vraiment peur que ça se passe un peu comme dans les années 2000 à 2010, où il y a l'explosion des startups aussi, des financements de fou. Et il y a, je sais pas, j'ai pas la stat, mais 90% des startups qui se sont crashées, qui avaient des valos de fou. Et au final, il y a eu il y a des investisseurs depuis plusieurs années, les VC, tout ça, ils étaient très très frileux. Et là, je pense que ça va repartir dans le même principe. Alors moi, j'ai vu des startups qui étaient valorisées millions et il n'y avait même pas de MVP, il n'y avait rien. Donc je trouve ça assez fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont se tirer avec pas mal de sous. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Tu vois un peu déjà, ouais. Dès que quelqu'un met IA dans ce qu'il fait, etc., ils veulent tous surfer la vague, donc forcément. Ouais. Mais il va y avoir, à mon avis, des fraudes aux subventions assez conséquentes. Et j'espère en tout cas qu'ils, avec tous ces fonds d'investissement-là, etc., subventionnés par l'État, vont être régulés au maximum parce que dans quelques années, ça va partir dans tous les sens. Hein. Ouais, carrément. Si le bull run il continue. Ouais, dis-moi. Non, dis-moi. Vous avez entendu parler de la super intelligence? Non. Genre,
je suis pas hyper calé sur le sujet, tu vois, j'ai regardé. En fait, il y a un mec qui a fait une vidéo, il s'appelle Ego, EGO, et en gros, il explique un peu le concept de la super intelligence, etc. Et c'est un peu c'est un truc de fou, en fait, parce que à l'heure actuelle, on a de l'IA qui apprend par rapport à ce que tu lui dis dans un chat ou quoi, mais c'est un modèle où tu lui parles, il te répond, etc. Euh, mais après, la super intelligence, en gros, ce serait un modèle où il apprend de lui-même, et en fait, il fait tout lui-même, même sans. En fait, tu lui demandes A, il va trouver comment te faire A, mais de toutes les façons possibles, et il prend pas forcément en compte d'autres paramètres. En gros, ce serait une super intelligence qui dépasserait toute l'intelligence humaine que n'importe quel homme n'ait jamais eu. En fait, ouais, c'est ça. C'est concrètement le cerveau humain, mais fois X, quoi. Ouais, il y a certains qui disent qu'il pourrait prendre le contrôle de l'humanité, enfin, on serait tous morts, etc., ça serait terminé. Ça, ces théories-là, moi, ça me fascine. Tu crois pas? Non, du tout, du tout. Ah ouais? Moi, je pense qu'on... Non. Impossible que... Dans l'expérience, en fait, il donne. C'est pas une super intelligence, mais c'est une IA beaucoup plus développée et autonome que ce qu'on a aujourd'hui. Il lui demande, genre dans un petit jeu, de résoudre un truc. Il lui donne un temps imparti. Et l'IA, elle va de elle-même dans le code changer le temps qu'on lui a donné pour se mettre plus de temps pour résoudre le truc. J'ai vu ça. Donc, tu vois, genre déjà des trucs comme ça, tu te dis. Ouais, mais c'est toujours parce qu'on lui a appris à faire ça. Après, à mon avis, on gardera toujours le contrôle. Enfin, il n'y a pas de. Genre, sur la vidéo que je te parle, pareil, il dit. Il met à jouer à un jeu vidéo de stratégie en ligne et il lui donne 2 règles. La première, je crois, c'est de pas mentir, et la deuxième, c'est de tout faire pour gagner. Tu vois, c'est un peu contradictoire sur un jeu de stratégie. Et genre, il va mentir à plusieurs reprises pour essayer de gagner. Et à un moment, genre, la connexion, elle va cutter. Et quand il va revenir, il va dire désolé les gars, j'étais avec ma copine, etc. Ouais. Genre, ça fait, tu vois, ça fait un peu. Ça fait réagir, mais c'est toujours des programmes qui sont créés par nous. Et heureusement d'ailleurs qu'il existe pour plusieurs organismes pour réguler ça. Mais voilà, le contrôle, il restera présent. En fait, moi je pense que c'est pas parce que c'est de notre création que forcément ça peut pas prendre et avoir une indépendance plus que ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. En tout cas, on a toujours le bouton off. Je sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer, mais en fait, moi, ça me fait vraiment penser à la course à la bombe nucléaire, parce qu'en fait, actuellement, toutes les entreprises, elles courent après cette super intelligence. Tout à fait. Une fois qu'elle sera là, ça peut causer des dommages, mais on ne se rend même pas compte. Et c'est un peu comme la bombe atomique, quoi. Tout le monde la voulait. Après, il y a eu une démonstration de force pour montrer on est les plus forts, on l'a, etc. Et ça peut être la même chose. Après, on va la contrôler, tu vois. Ouais, après, pour le coup, c'était vraiment une arme de destruction. C'était conçu pour ça. Après, l'IA, c'est pas conçu pour ça. Bien sûr, si ça tombe entre des utilisations de gens malveillants, là oui, il va toujours y avoir des causes dramatiques pour le coup. Il y a d'autres avancées qui sont incroyables en même temps. Il y a l'ordinateur quantique. Et ça, je trouve ça 10 fois plus fou, par exemple. Ça nous permet de résoudre des problèmes et d'avancer, mais X fois plus vite, c'est incroyable. Et c'est pas par rapport à l'ordinateur quantique ou quelque chose comme ça qui disait que justement, s'il s'était mis sur le marché, il pourrait craquer des blockchains crypto, etc. Parce que ça serait plus justement assez sécurisé par rapport à du quantique ou quelque chose comme ça. Ah oui, bien sûr. De toute façon, le quantique, c'est fait pour analyser, je sais plus combien de milliards de fois plus rapidement qu'un ordinateur classique. Si j'ai bien compris, en gros, un ordinateur classique, c'est tout le programme, c'est des suites de 1 et 0. Sauf qu'un ordinateur quantique, il peut avoir les deux en même temps, quoi. Non, ouais, pour être vraiment... Pour résumé, genre. Pour être vraiment résumé, un ordinateur, il va tester une possibilité. Si c'est pas ça, il va en tester une autre. Si c'est pas ça, il va en tester une troisième. Et le quantique, il peut tester tout ça en même temps. Donc ça permet des fois de faire des recherches, que ce soit scientifiques ou dans la santé, etc., qui sont le nombre de possibilités fois plus rapide qu'un ordinateur. Donc c'est là où il y a une avancée majeure. Et moi, du coup, j'avais d'autres questions que j'avais notées sur ton e-commerce, parce que ça m'a grave intrigué la page, tout ça. C'est vraiment, pour le coup, un milieu que j'ai vu sur les réseaux, mais je ne me suis pas foncièrement intéressé. Toi, c'est quoi
Comment ça se passe? Tu sélectionnes tes produits, comment tu les testes, comment tu les approuves, si tu dois les vendre, quoi. En gros, tu vas sélectionner par rapport à plusieurs critères. Faut qu'il soit qu'émotionnellement il ait du potentiel, donc qu'il crée quelque chose chez ton avatar. Et après, tu regardes aussi que ce soit par rapport aux tendances, par rapport au prix, que ce soit quelque chose entre 20 et en dessous de 100 euros. Et après, en fait, parce que si tu pars sur des gros tarifs, souvent ce sera des choses lourdes à expédier, donc compliquées. Plus c'est lourd à expédier, tu peux avoir des frais de douane, ça peut arriver cassé, enfin c'est compliqué à gérer. De logistique, ouais. C'est ça. Et après, comment tu le testes, en fait, c'est juste le marché qui dit si ça marche ou pas, tu vois, c'est comme toi, plus ou moins. Tu le lances, tu commences à faire des vidéos, puis tu vois si ça fonctionne ou pas. Après, forcément, il y en a qui ont plus de potentiel que d'autres. C'est de trouver des choses qui n'ont pas encore explosé. Genre, si tu prends un spinner en 2025, c'est mort, tu vois. Mais tu essaies de prendre un truc qui a un peu un aspect nouveau, qui peut tendance ou qui cible un avatar type ou qui peut résoudre un problème. Et voilà, après, moi je suis pas fan, tu vois, des e-com où tu vends vraiment du gadget chinois et tu le revends, etc. À la base, je voulais faire une marque blanche. Une marque blanche, c'est juste tu mets en soi ton logo, tes cartons, etc. sur le produit. Et par exemple, tu vois, Gymshark, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Eux, ils ont commencé en dropshipping à 100%. C'est-à-dire qu'ils achetaient en Chine, ils revendaient pareil, sans emballage, sans rien. Maintenant, ils sont valorisés à plusieurs millions, etc. Et c'est devenu une vraie marque. Donc, tu en as pas mal qui commencent en dropshipping parce que ça ne demande pas de frais. Et après, ils passent en marque blanche. Et après, ils passent en marque à 100%, tu vois. Et selon toi, c'est vraiment obligatoire d'y passer par de l'ADS ou de la com? Je veux dire, il doit y avoir des sites e-commerce ou des entreprises qui sont créées justement grâce au référencement, à des trucs plus long terme. Et du coup, ça peut être plus périn sur le futur, quoi. C'est pas Après, l'AD, ça peut être sur du long terme aussi. Hein. C'est juste, en fait, l'AD, c'est prévisible plus ou moins. C'est le plus prévisible de ce que tu peux avoir. Quand tu mets 1 euro dans la machine, tu sais que ça fait tant de vues. Tant de vues de ramène tant de personnes sur ton site. En fait, tu as des datas sur tout ton funnel. C'est-à-dire que tu mets 10 euros en AD, ça te fait tant de vues. Sur tant de vues, tu as tant de clics. Sur tant de clics, tu as tant qui ajoute au panier, tant qui ajoute au panier, tu as tant qui passe au paiement. En fait, tu as tes taux de conversion comme ça et tu as juste à ajouter dans la machine plus d'argent et mathématiquement, tu augmentes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'ad. Moi, je vais tester au début avec de l'organique et dès qu'avec l'organique, je vois que ça plaît, la vidéo plaît, donc il y a un minimum de vues, je vais essayer de la lancer en ad. Après, il y en a, je pense, qui font en 100% organique, mais après, je sais pas, moi, ça m'intéresse pas, je veux avoir des résultats assez gros rapidement. Donc. Ouais. Et pour tout ce qui est présence web, le site, etc., ça, tu développes aussi un peu justement le SEO là-dessus ou pareil, c'est non, zéro. Si je commence à faire des ventes, etc., que ça peut être intéressant, je le ferai. Pour l'instant, en fait, par rapport au temps que je vais investir et aux résultats, en plus, je m'y connais, j'ai pas encore assez de connaissances en SEO, etc. Je me dis non. Si jamais je vois que ça fait des revenus, que j'ai du cash de côté, oui, faire du SEO, être dans les premières recherches, etc., c'est intéressant. Mais pour l'instant, non. Ouais, carrément. Moi, je pense que c'est bien même de mêler les deux. Hein, c'est le plus périn, ou si tu veux avoir du cash flow direct. Après, le SEO, surtout d'ailleurs, là, par rapport aux nouvelles normes de qui sont mises en place, ils valorisent à mort ça. Ouais, mais le truc, c'est que c'est des nouvelles compétences que j'ai pas le SEO encore aujourd'hui. Du coup, le temps que je vais perdre à apprendre le SEO, j'aurais déjà pu lancer des ads depuis 2 mois et faire des trucs. Enfin, même si les ads, je suis pas un professionnel encore, mais je sais comment ça marche, j'ai la théorie, j'ai juste à le mettre en pratique et voilà, hein, et tester, voir ce qui marche. Et après, dernière question, comment tu te places moi, j'ai déjà commandé sur les sites de e-commerce, etc. Parce que je trouve ça plus sécurisé, entre guillemets, que de commander chez de grandes enseignes dont je ne citerai pas le nom. Mais comment tu te places au niveau du SAV? Parce que généralement, il y a peu de retours là-dessus, si c'est des produits qui sont en mauvais état, etc. Pour avoir un contact avec les clients, c'est super dur. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon site de e-commerce, une bonne entreprise, et un truc plus fort.
comment tu traites les clients qui sont pas satisfaits, ça fait Ouais, vraiment la différence. C'est pour ça que Amazon, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, dès qu'il y a un truc qui va pas, ils te remboursent direct, quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que tu es hyper satisfait et même au contraire, tu aimes encore plus la marque parce que tu te dis, c'est ça. ah oui, ils ont résolu mon problème. T'as une D'ailleurs, stratégie, toi, là-dessus? moi, c'est juste, je vais mettre une page de contact. S'il y a un problème sur le produit, je rembourserai parce que c'est normal, les gens ont acheté, il y a eu un problème, je rembourserai. Et après, si jamais ils sont juste pas contents du produit ou quoi que ce soit, tu vois, on pourrait trouver une solution, faire des codes promo, etc., voir comment résoudre la chose. Si c'est un défaut sur le produit par rapport à ce qu'ils ont commandé, ce qu'ils ont reçu, je rembourserai, il n'y a aucun souci. Mais si dans le cas contraire, tu vois, c'est juste qu'ils n'aiment pas le produit, là, tu vois, j'y suis pour rien, hein. Oui, ouais. Et là, c'est la première marque que tu lances ou t'as déjà. Non, j'avais fait des diffuseurs d'huile essentielle à l'époque. Ça avait un petit peu marché, enfin un petit peu, genre légèrement. Mais à l'époque, j'ai l'impression que je faisais un peu ça n'importe comment. J'avais aussi moins de connaissances. J'avais pris une influenceuse à 1500 balles. Elle m'avait fait 4 ventes sur un produit genre à 40 euros. J'étais dégoûté. Mais En après, plus, c'est j'étais ce pas qui par arrive le. aussi. Il faut faire des erreurs pour ça, hein. C'est obligé, hein. Au moins là, tu relances un truc, t'es plus préparé, etc. Moi, j'ai vu un truc, mais il n'y a y a pas de débat, mais je trouve ça super drôle. C'est Vous avez entendu parler du bunker de Zuckerberg ou pas? pas du tout. Vous avez pas entendu? Du bunker. Ouais, en gros, il a construit un bunker, genre vraiment, mais un truc immense. Genre, c'est comme une villa. Ça fait, attends, j'avais donné 5000 mètres carrés, 300 millions de dollars à Hawaï. Et il a dit comme quoi il avait, genre, pour lui, c'était un petit abri, quoi. Et genre, en fait, il a construit, genre, c'est comme si c'était en fait plusieurs villas, t'as une trentaine de chambres et tout, tu vois. Mais Oh, dans un bunker, quoi. Et il a fait ça à Hawaï. Et du coup, les locaux, ils ont pas du tout kiffé, tu vois. ouais. Mais je trouve ça dingue. Mais du coup, je me dis pourquoi. Genre, pourquoi Oui, maintenant, pas avant? surtout qu'il lui a donné la permission, quoi. C'est énorme Ouais, je sais pas. Je pense qu'il l'a pris comme lui-même, projet. C'est énorme comme projet IMO. hein. Ouais. Surtout, ouais, pourquoi? Ouais, mais pourquoi maintenant? Après, ça se comprend, mais pourquoi maintenant, quoi? Peut-être il a des Ouais. infos, on n'a pas. Ouais, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Après, bon, tout ce que les personnes comme ça font, c'est assez médiatisé, des fois sans raison. Mais pourquoi Hawaï, quoi? Je sais Non, mais pas. surtout qu'il a dit petit, c'est un simple petit abri. C'est fabuleux, hein. Quand même. Fabuleux. Ouais, du coup, il avait des questions. Dis-nous un petit peu. Ouais, moi j'ai des questions un peu au niveau trading, un peu finance, que tu n'avais pas trop posé la dernière fois. Parce que moi je suis plus dans les cryptos, pour le coup trading j'ai très peu fait. Alors j'aimerais bien que Mais en tu me fait, dises. alors ça c'est marrant que tu dises ça. Parce qu'en fait, souvent les gens ils disent, moi je suis plus Oui, crypto, c'est mais je suis pareil. pas trop trading. Ouais. Non, crypto, investissement crypto long terme. C'est Non, ça que je mais veux ce que dire. je veux dire, c'est que ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent, c'est que les gens pensent que la crypto, ça n'a rien à voir avec le trading. Mais en fait, le trading, c'est juste une manière de faire. La crypto, c'est Ouais, une classe d'actifs. c'était ma première question, c'est quoi Tu les vois. idées répandues? Bah, déjà, premièrement, il y a ça, du coup. Mais c'est vraiment hyper commun, hein. Mais en fait, les gens, en fait, Parce qu'on peut faire du trading en crypto. ouais, mais parce que Le le trading, trading, c'est c'est juste juste une une méthode. manière d'acheter et de vendre, en fait. Hmm, hmm. C'est tout, c'est juste du court terme, en fait, le trading. Mais même si tu as du trading long terme, mais ça reste quand même plus court terme que de l'investissement. Ok. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est un truc que j'ai remarqué Ouais, encore le trading, récemment. le trading, c'est pas un investissement, c'est un moyen de gagner des sous. En fait, si je pourrais vraiment le Ouais, séparer. bah, après, c'est de la spéculation, hein. Oui, T'as pas besoin de croire en actif. C'est pour ça qu'en fait, je pense que les gens qui font de la crypto dissocient vraiment le trading et la crypto comme si c'était des trucs qui avaient vraiment rien à voir parce que eux croient réellement au projet alors que le trading, bah, t'en as rien à faire du projet, en fait. Tu spécules. Est-ce que quand tu trades, tu prends en compte les actualités du marché, etc. Ou juste par exemple, enfin moi, tu vois, je m'y connais zéro, mais je vois un peu, même toi, tes vidéos, etc. Quand tu trades, tu regardes un peu les courbes. Tu te dis genre, ah bah là, ça a monté 3 fois, ça veut dire que ça va descendre. Genre, je te résume ça en mode Ouais, vraiment en le fait, mec qui connaît moi, rien, tu vois. Mais est-ce que tu prends en compte les actualités ou c'est juste genre deux montées égale une descente?
Ah non, 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 ouais, non, je vais te dire. En gros, tu as plusieurs façons de faire. En fait, tu as deux écoles dans le trading, vraiment, quand tu commences. Tu as ceux qui te disent, tu trades avec le fondamental, donc l'actualité, annonce économique, les news, etc. Et tu te sers du technique seulement pour prendre une bonne position au bon prix. Mais sinon, c'est full fondamental, c'est la chose qui peut te permettre de devenir rentable, c'est genre le truc le plus important. Et tu as l'autre école qui te dit, le fondamental, on s'en fout parce que c'est directement retranscrit dans le graphique. Donc, tu n'as pas besoin de te renseigner sur les news parce que le graphique te donne toutes les informations grâce à l'action du prix. Tu as ces deux écoles-là. Il n'y a pas une école mieux que l'autre. Tu ne deviendras pas forcément rentable si tu fais du technique et que tu bannis totalement le fondamental. Voilà, il y a deux manières de faire. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus basé sur le technique. Le fondamental, je le prends un tout petit peu en compte, et encore c'est très léger. C'est juste histoire de filtrer des actifs où là, c'est clairement pas le moment. Je te donne une bêtise, je te donne un exemple. Par exemple, l'or, c'est très intéressant fondamentalement. Donc là, forcément, il faut prendre en compte ce facteur-là. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, le dollar australien, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais chuter, parce que justement, c'est des devises qui amènent énormément d'intervenants qui cherchent du risque et qui savent que c'est des devises qui sont intéressantes lorsque économiquement les choses se portent bien. Là, les choses ne se portent pas bien, donc forcément, les intervenants se dirigent plus sur l'or, le yen japonais, le franc suisse, etc. Le dollar américain Ok. aussi. Voilà. Et par rapport à tes trades, parce que Lucas, on parlait tout à l'heure de tes erreurs en e-commerce. Moi, j'adore parler des erreurs. C'est un truc qui marche de ouf parce que tu vois comment les gens justement apprennent de ça. Toi, c'est quoi ta plus grosse erreur en trading, Alexis? Le plus gros montant que tu as perdu? Le plus, en fait, le plus gros montant que j'ai perdu n'est pas forcément lié à une erreur. En Ok. fait. Parce que. Enfin, si, alors quoique, si, parce que le plus gros montant que j'étais perdu, c'était vraiment au tout Zéro début. remise en question. Ouais, de ouf, de ouf. Non, en fait, parce que si, du coup, parce que le plus gros montant que j'avais perdu, c'était parce que j'avais mal géré le money management. Mais en soi, euh, lorsque tu gères ça, les pertes sont pas directement liées à des erreurs. C'est-à-dire que des fois, tu fais vraiment ton analyse technique, ton analyse fondamentale, tout est parfait, mais pourtant c'est un trade perdant, tu perds de l'argent. Bah, Mais t'as pas fait ça d'erreur. reste aussi. Il y a toujours Ok. une part Oui, d'aléatoire. un C'est ça. facteur chance. C'est ça. T'as un montant à nous donner? Ou que t'as gagné? Euh, au tout début ouais, j'avais cramé, c'était un compte. Alors j'ai cramé qu'un seul compte, 2000 balles. Donc ça Ok. va, Et franchement ça va et par rapport à d'autres. t'as réussi à gagner des montants équivalents ou t'es plus dans une stratégie où tu gagnes petit à petit sur des petites valeurs? Ça dépend aussi de Comment ça, ton petit à taux de petit, risque. sur les petites valeurs. Bah, par exemple, bah, soit tu as une. J'imagine que ça dépend aussi de comment tu trades, mais tu peux avoir euh, des gains plus petits, mais sur beaucoup plus de trades, ou aussi miser avec des gros leviers sur certains trades et espérer gagner beaucoup plus. Non, dans la classe d'actifs dans laquelle je suis, il n'y a pas vraiment de levier. Le levier, tu ne le bouges pas. C'est pas comme dans les Ok, cryptos où tu vas vraiment jouer avec ce levier. Dans le forex, tu joues pas du tout avec parce que tu peux pas ok. le changer. T'es exclusivement dans le forex. Ouais, C'est vrai que j'ai même pas de. ouais, c'est Ok, ça, le forex uniquement. Un peu la crypto, ça dépend quand il y a des bonnes opportunités, mais c'est ok, surtout forex. Pour chaque trade gagnant, si le prix atteint le TP, je suis environ à 1 200 € de gain pour un trade ok, gagnant. ok. Et Et t'es dans les matières premières, les trucs comme ça? Pas du tout, non, tu t'es pas non. là-dessus. Si, encore une fois, des fois, l'or, encore une fois, il y a de bonnes Ok, opportunités, comme en ce moment. Mais c'est des trucs un petit peu. C'est pas, euh, c'est pas régulier, tu vois. C'est des classes d'actifs dans hmm, lesquelles je me lance quand vraiment il y a quelque chose à prendre. ok, Pour rebondir sur tout ça, c'est incroyable. Je suis en train de lire un livre de Ray Dalio et sur l'investissement, justement, il explique qu'à l'époque, quand il commençait, enfin lui, il a fait toute sa carrière là-dessus, il expliquait qu'il anticipait. Alors pour acheter du blé, il se rendait compte qu'il y avait une loi qui était passée sur les bovins, que les bovins consommaient du blé, que l'importation était plus simple parce que si ça, que c'était la récolte a été compliquée parce qu'il a fait plus froid, donc le prix allait augmenter. En fait, ouais, c'est comme t'expliquais d'ailleurs du fondamental à 100%. hmm. Apparemment, lui, il a fait pas mal de sa richesse là-dessus et c'est Bah, hyper intéressant. Et tu dis le niveau de connaissance que tu dois avoir sur un peu tout
pour trader comme ça, mais c'est Ouais, clairement. hyper Surtout, passionnant. surtout sur les matières premières, hein, ça joue énormément en fonction du contexte de la production, de l'importation, etc. Donc ça, c'est super intéressant à suivre aussi. Après, tu as aussi tout le côté corrélation, parce que tu as énormément de matières premières Mm. qui sont corrélées à des devises, etc. Tu vois, par exemple, le dollar australien qui est énormément corrélé à l'or, parce que c'est Mm. un des plus gros producteurs d'or. Donc il y a Ok. plein de corrélations pour ça. Même les cryptos et l'IA, ils sont liés alors qu'en fait, en soi, ça va pas. Enfin, à ce que je comprends, c'est lié quand même, mais ça n'a pas trop de rapport fondamentalement. Enfin, c'est deux choses différentes, mais quand tu vois qu'il y en a un qui crache, l'autre il tombe aussi un peu, quoi. Bah, t'as Après, des. ça reste des business tech. Donc voilà, ça tourne dans le même univers. Il y a beaucoup de Web3 aussi. Donc c'est sûr que ça peut influer. Ça dépend des startups, etc. aussi. Après c'est un peu compliqué parce que dans la crypto, faut se dire que en majorité, de l'émotion en fait. C'est surtout l'émotionnel. Donc les gens font un raccourci assez simple entre l'IA et la crypto, quoi. Ouais, et moi, j'ai une dernier sujet sans transition, mais j'ai vu que YouTube ils vont mettre beaucoup de restrictions, de nouvelles lois, justement sur la promotion de vidéos qui servent à gagner de l'argent rapidement, tous les sujets de triche aussi, tous les trucs comme ça. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour ce type de restrictions ou plutôt laisser libre justement à ce que les gens postent quoi? Et donner un peu plus la responsabilité à ceux qui peuvent se faire arnaquer ou qui peuvent rentrer là-dedans. C'est par rapport à quoi au scam? Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que plus largement, les restrictions, elles vont toucher ceux qui promotionnent de gagner de l'argent rapidement, etc. Ça pourra aussi toucher des gens qui ont des vrais business et qui rentrent quand même dans ce cadre-là. Donc, Mais en fait, vous en pensez? il y a pas que YouTube d'ailleurs. Il y a Insta et tout, hein. Ok, Mais, ok. mais en fait, le problème, moi je suis hyper pour cette dynamique-là, mais en fait, je sens qu'ils vont pas réussir à faire la différence entre des scammers et des personnes qui Oui, juste partagent leur c'est ça qui est savoir très dur. et Ouais, protègent. c'est ça qui est très très Le dur. marketing, il est plus ou moins pareil. Ce qui fait la différence, c'est la délivrabilité. Et ça se passe plus sur la plateforme. Enfin, Une le fois que marketing peut être quand même pas mal différent, mais il peut aussi se ressembler quand même pas oui, mal c'est ça, et il peut être Surtout que semblable. surtout que c'est ce qui tient généralement les gens sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est ces concepts-là, c'est ceux qui font des vues. Et donc, proposer des restrictions là-dessus, ça aussi, ça. Ouais, mais ça veut rien dire parce que par exemple, dans le make money, sur cette niche, t'as tout et n'importe quoi. T'as des gens qui font des bonnes choses, t'as des gens qui font de la merde et qui vendent de la merde. Et les ads, elles peuvent être assez semblables, les vidéos elles peuvent être assez semblables, mais C'est ça. ce qui fait la différence, c'est comment ils délivrent. Et ça, YouTube, il ne voit pas, à moins que tu aies acheté chaque formation, chaque produit, tu peux pas savoir. Après, il y a des trucs qui peuvent être détectés. J'ai lu un peu en détail, ils vont limiter ceux qui redirigent vers des télégrammes ou des trucs comme ça. Où c'est après plus Après, dur c'est pareil, de tracer. c'est pas tout des scams, c'est pas parce que tu vas sur un Telegram que c'est un scam non plus. C'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des schémas quand même qui font que. Moi, je pense qu'il faut juste, par exemple, le fichier, etc., ça, faut vraiment faire attention. Après, toutes les autres, il faut faire preuve de bon sens, c'est de la sélection naturelle, c'est-à-dire si tu te fais scam, désolé pour toi, et puis ça veut dire que la prochaine fois, tu ne seras peut-être pas scam, tu vois. Et même la différence entre scam et être déçu entre tes attentes et les résultats, elle est fine, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, on a vu quand même une recrudescence d'arnaques, claire et nette, sur ce genre de trucs. Et je regardais d'ailleurs hier le reportage, le biopic sur Swagman, qui est toujours en liberté après avoir volé des 6 millions d'euros, je crois. Et c'était un des premiers à avoir fait ça, à vendre une vie de rêve avec énormément d'argent, un truc visible, et au final prendre de l'argent aux gens, soi-disant pour investir ou des trucs comme ça. Après, du coup, ça, pour moi, c'est pas c'est plutôt à l'État de faire quelque chose plutôt que aux plateformes, je pense. Ouais, il y a beaucoup d'éducation à avoir, mais bon. C'était quand même. Ouais. Donc il y aurait quand même une part de responsabilité, selon toi, sur les gens qui sont à voir, quoi. C'est-à-dire des plateformes ou des gens eux-mêmes? Non, des gens, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, quand même, forcément. Ouais, je sais pas. C'est partagé.
Après, il faut qu'il y ait des recours, d'aller en justice, etc. Tu vois, c'est avéré que c'est du scam, il faut que la justice fasse son travail, et ça, c'est une autre question. La justice. Et ça c'est beaucoup plus dur justement à l'heure actuelle de pouvoir faire ça. C'est peut-être là, de ce côté-là, où ça doit être un peu plus ouvert aussi pour permettre d'avoir les recours et pouvoir faire. Pour l'instant, je ne peux pas porter plainte, c'est super dur de faire ce genre de recours. En tout cas, ce truc-là de devenir libre financièrement, c'est tellement devenu un mantra, je trouve, de malade. Ces dernières années, on a répété, mais de fou sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est un réel problème aussi pour notre génération. Non, mais ouais, après le problème, c'est comme l'a dit Lucas, c'est la délivrable qui compte vraiment. Ouais. Donc, Tu peux avoir un mec, genre, même assez mainstream sur le papier, etc., qui paraît bien, qui a pas mal de followers, mais il délivre de la merde. il y en a. Et après, il y en a. Sans citer de nom. Non, il y en a plein, mais d'ailleurs sur YouTube, tu vois, il y en a plein qui attaquent les gros, etc. Et de plus en plus, après, en fait, c'est normal, si tu vends de la merde, forcément, tu mérites après le retour de bâton, mais c'est pareil. Enfin, c'est pour ça que moi aussi, j'ai voulu un peu stopper ça, parce que la différence entre c'est de la faute du client parce qu'il n'a pas appliqué, et c'est de ma faute parce que ma technique, c'est de la merde, en fait, elle est fine, et vendre du savoir, enfin... à moins que tu sois, tu vois, vraiment les gros, pour moi, c'est ok. Et c'est legit, mais lorsque t'es pas assez gros, que t'as pas fait peut-être des dizaines de millions ou quoi, pour moi, il faut pas y aller.